WordPress. That's really cool. Bonjour à tous. Alors nous enregistrons cet épisode le 1er avril, mais non, ce n'est pas une blague. Et promis, tout ce qu'on va dire, ce sera pure vérité. Après un épisode sur le SEO, nous vous proposons aujourd'hui sa sœur d'armes, la performance. À l'heure de l'annonce de Google autour de la prise en compte des web cores vitals, cet aspect de votre site en est que plus important. Et pour en parler avec nous, qui de mieux qu'un des fondateurs de l'extension incontournable WP Rocket? Alors j'ai une question déjà, c'est VP Rocket, WP Rocket, on dit comment? WP. WP Rocket. Jonathan, et pareil, je te laisse dire ton nom, j'ai peur de l'écorcher. Tu t'appelles? UTJA. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tu interviens quand tu veux dans l'émission. Et je laisse la parole à Simon pour le sommaire de l'émission. Donc, au sommaire de ce nouveau numéro, nous aurons donc tout d'abord la revue de presse, animée par JB et moi. Puis viendra le tour de l'invité, à savoir Jonathan, de WP Rocket, avec qui nous allons parler, comme tu le disais, performance. Viendra ensuite une petite partie, une nouvelle partie, puisqu'il n'y aura plus les quiz, et nous verrons le sommaire du prochain numéro. Donc, la première news, effectivement, tu en parlais, Eddy, lors de l'intro, ces fameux Core Web Vitals, ou les signaux web essentiels, si vous préférez. Google va le prendre en compte à partir du mois de mai prochain. Ces nouveaux indicateurs sont au nombre de 3 et qui visent principalement à améliorer l'expérience utilisateur. Il y a tout d'abord le premier qui va mesurer le temps de chargement d'une page web, qu'ils appellent LCP, le Largest Contentful Paint. Le deuxième, quant à lui, vise à évaluer la réactivité du chargement d'une page web, le FID, le First Input Delay. Et le troisième va permettre de mesurer la stabilité d'une page web, CLS, Cumulative Layout Shift. Vous pourrez retrouver ces indicateurs dans les différents outils de Google comme PageSpeed Insight, Lighthouse par exemple, ainsi que sur votre navigateur via une extension web nommée Web Vital Extension. Nous vous renverrons vers un article plus complet expliquant vraiment en détail ce que c'est. De toute façon, je pense qu'on va en discuter après. Il y a des chances qu'on en discute. Jonathan, oui. Là, on est purement dans la performance et la rapidité. Dans le sujet, tout à fait. Et j'enchaîne du coup avec quelques news plutôt orientées WordPress, avec comme d'habitude à chaque podcast les nouveautés sur les sorties à venir. On a une date qui va peut-être d'ailleurs coïncider avec la date de sortie du podcast. C'est le 14 avril, puisque du coup, le 14 avril, il y aura déjà une nouvelle version mineure de WordPress qui sortira, la 5.7.1, qui va contenir une grosse trentaine de patchs au minimum, dont notamment un patch assez important, puisque sur certaines installations, on a des emails de notifications qui ne partent pas, plutôt qu'ils ne sont pas reçus, dû à un changement dans la bibliothèque PHP Mailer qui est intégrée dans WordPress. Juste hier, 31 mars, PHP Mailer, donc l'éditeur de la bibliothèque, a fait marche arrière et a du coup eu un changement qui faisait casser justement ces notifications dans certains cas de figure et avec certains hébergeurs seulement. Ça venait de cette bibliothèque et ça a été patché, donc c'est OK. La plupart d'entre vous ne l'auront pas ressenti, ce problème-là, mais c'est vrai qu'il y avait quelques hébergeurs, je ne vais pas les citer pour ne pas leur faire de la mauvaise pub, chez qui les mails ne passaient plus. Donc le 14 avril, on aura effectivement cette nouvelle sortie, cette nouvelle version de WordPress mineure que je vous encourage à faire dès qu'elle sort. Mais on aura aussi le go ou le no-go du FSE, c'est-à-dire le Full Site Editing dans WordPress 5.8. C'est-à-dire qu'on va avoir à cette date-là, en fait, l'équipe de Gutenberg va dire si c'est go ou c'est no-go pour sortir le Full Site Editing, ou en tout cas au moins une première version du Full Site Editing pour cet été. Et dans ce cas-là, si c'est no-go, dans ce cas-là, 5.8 sera plutôt une release, une version on va dire classique. Si par contre c'est un go, ça veut dire que on va envoyer la purée cet été avec vraiment beaucoup de nouveautés dans WordPress. Et je pense qu'on fera un épisode de podcast dédié parce que ça le méritera bien. Alors, même si c'est go, ça ne veut pas dire que c'est forcément go, puisque le 27 avril, il y aura une deuxième étape
où du coup le full site editing sera encore remis en question. Est-ce que ça sera go? Est-ce que ça sera no go? On verra. Et si c'est go, définitivement le full site editing sera embarqué dans 5.8. Si c'est no go, du coup pareil, il y aura un délai. Pourquoi 2 dates pour ce no go, pour ce go no go? Tout simplement pour être vraiment sûr que cette fois-ci ça sort et que c'est prêt à sortir. Et si c'est go le 27 avril, dans ce cas-là, en fait, il sera directement mergé dans le cœur de WordPress pour donner en fait plusieurs mois, 3 mois de test à la fonctionnalité avant qu'elle puisse sortir. Donc voilà, pas mal de news aux alentours du 14 avril. Les néophytes, le full site editing, tu peux dire en 2-3 mots en quoi ça consiste? Ouais, tout à fait. Aujourd'hui, pour bâtir en fait des modèles de page, donc des templates en anglais, tout simplement, on est dépendant du thème, voire d'extensions ou d'un page builder qui va nous permettre en fait de créer des pages, par exemple, de listing d'actualité. Si vous avez des types de contenus comme par exemple des produits, de liste des produits, etc. Des pages aussi si vous avez WooCommerce, par exemple, de checkout, donc de commandes, etc., ou de consulter votre panier et tout. Le full site editing permet en fait d'éditer via l'interface de Gutenberg. Alors, c'est une interface un petit peu améliorée par rapport à l'éditeur, ce qu'on connaît de l'éditeur. C'est vraiment quelque chose qui va plus loin et ça va vous permettre du coup d'éditer ces modèles de pages. Donc, on est toujours dans le contenu, mais pas que, parce que ça va aussi permettre d'éditer tout simplement le header de votre site, le footer de votre site, et puis aussi tous les templates, donc les modèles de page auxquels on pense pas forcément, mais comme celui de la page 404, celui des résultats de recherche, voilà, ce genre de choses, du coup, peut être édité directement dans l'éditeur. C'est effectivement quelque chose qui va assez loin. C'est déjà testable. Alors pour cela, il faut installer l'extension WordPress Beta Tester et en plus l'extension Gutenberg et vous pouvez tester. Alors il y a évidemment encore pas mal de choses qui sont en cours de développement, mais ça fonctionne pas trop mal. Et effectivement, du coup, il y a des campagnes de tests qui sont faites chaque vendredi. Donc je mettrai le lien, mais rapprochez-vous de la team core de WordPress sur make.wordpress.org/core. Et vous pourrez du coup participer aux campagnes de test. La dernière campagne de test, une des dernières, c'était justement bâtir sa page 404. Voilà. Ça veut dire qu'il y a un thème qui est fourni avec au départ un peu vierge? Pour l'instant, le thème, c'est 2021 Blocks, c'est-à-dire c'est une version, un fork de 2021, donc le dernier thème qui est sorti et qui permet du coup de partir d'une base, on va dire, un petit peu adaptée pour ce type de test. Ok, merci. Voilà, donc il y a ça et c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant, mais un petit peu déconcertant aussi. C'est aussi déconcertant dans le sens positif, quelque part, parce que voilà, si on veut avoir des pages qui n'ont pas de menu ou pas de header pour faire des landing pages, etc., en fait, ça se fait juste vraiment en 3 clics. Donc ça, c'est intéressant. Après, ça... Voilà, il y a plein de doutes quand même qui naissent sur comment les éditeurs de thèmes, les auteurs de thèmes vont finalement embarquer ça, parce qu'il y a du taf, il ne faut pas se le cacher. Je pense que l'adoption sera, comme pour Gutenberg, en mode éditeur, il y aura une courbe d'adoption forcément. Donc, je pense que c'est pas plus mal que ça sorte assez tôt. Ça va permettre justement aux thèmes qui ne le souhaitent pas, aux plugins qui ne le souhaitent pas, aux extensions qui ne le souhaitent pas, du coup, de désactiver la fonctionnalité. Et puis, à ceux qui souhaitent justement s'y lancer, du coup, de l'activer pour pouvoir en profiter dès le départ, finalement. Donc, comme pour la sortie de Gutenberg en 2018, ma philosophie personnelle, ça sera toujours d'encourager à essayer de suivre la tendance le plus tôt possible. Ça évite de devoir rattraper le truc finalement longtemps après et de ramer un derrière. Voilà, forcément, c'est quelque chose qu'on a vu sur Gutenberg qui s'est passé. Moi, ça va être ma recommandation, évidemment. Maintenant, derrière, c'est clair que tout l'écosystème ne va pas suivre d'un bloc tout de suite d'un seul coup. Très bien. Merci. Simon, une bonne nouvelle pour le développeur. Ah oui, une sacrée bonne nouvelle. WordPress a donc décidé de ne plus supporter IE11. Et oui, cette fois-ci, je prends parti pour une nouvelle. Je suis très content d'entendre ça. Ça fait vraiment plaisir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir de la 5.8, si je ne me trompe pas, JB, ouais. C'est ça? C'est bien ça. Il y aura un message dans l'administration que vous pourrez trouver au niveau du tableau de bord vous indiquant de mettre à jour votre navigateur afin
afin de continuer à avoir la meilleure expérience possible. Donc, j'espère que les personnes ayant ce message pourront le mettre à jour et profiter voilà, des évolutions. Et pour info, Microsoft, lui aussi, sur certaines applications, notamment les Microsoft 365, a décidé de ne plus le supporter aussi à partir du 17 août 2020, ainsi que nos confrères de chez Drupal, dans la version 10, eux aussi, ont décidé d'arrêter en même temps. Voilà, donc c'est une nouvelle qui fait vraiment plaisir. Alors, j'ai juste une petite correction, Simon. Ah, pardon. Sur le message, effectivement, 5.8, du coup, ça sera l'arrêt du support d'IE8. d'IE8, c'était il y a longtemps. d'IE11. Tout à fait, donc là, ça, c'est 100% juste. En revanche, le message qui apparaîtra, du coup, pour les personnes qui utilisent ce vieux navigateur IE11, du coup, il va sortir, en fait, dans les prochaines semaines, là. Ah d'accord, ok, ah bah, très bien. Pourquoi en fait, et comment on fait du coup pour sortir une notification avant qu'il y ait une version de WordPress qui sorte? En fait, c'est totalement indépendant, puisque on va utiliser du coup un programme qui a été mis en place du coup il y a assez longtemps, hein, il y a 2 ans maintenant, qui s'appelle Browse API, donc naviguer en étant heureux, voilà, dans la joie et la bonne humeur. Et ce programme en fait permet d'afficher des notifications pour ce qui concerne uniquement les navigateurs en fait. À distance. C'est-à-dire que WordPress va mettre à jour l'API de Browse API et ça va automatiquement du coup changer la notification. Avant, il n'y avait que les utilisateurs de IE9, IE8, IE7, ainsi de suite, qui voyaient cette notification. D'un seul coup, il y aura IE11 aussi. Et ils seront invités du coup à changer de navigateur, tout simplement parce que WordPress ne supportera plus en fait en back-office tout ça. Alors, il y a un truc à ajouter là-dessus, c'est quand même les gains de performance, puisque du coup, au niveau de l'éditeur de Gutenberg, on va gagner plus de 40% de performance d'affichage en abandonnant IE11. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire 40% de vitesse en plus. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de scripts qui sont chargés en fait, pour le support d'IE11. C'est ce qu'on appelle des polyfills. Et ces polyfills, en fait, le fait de ne plus les embarquer, c'est des choses qu'on ne peut pas charger conditionnellement en plus. Hein. Donc, le fait de ne plus les embarquer, ça va réduire énormément le poids de WordPress, en fait, en général. Donc, voilà, des gains pour tout le monde, en fait, au final. Jonathan, tu voulais intervenir? Ouais, j'ai une question. Celle-là, on parle du back-end. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, sur 2021 ou les prochains thèmes, il n'y aura aussi pas de support d'IE11 dans la partie JavaScript des thèmes? Ouais, tout à fait. Sur les prochains thèmes, surtout, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de support du tout pour les prochains thèmes. En revanche, pour les thèmes existants, le support qui existe, il ne va pas être retiré. Hein, il n'y a pas d'utilité au sein du thème. En revanche, par contre, les thèmes, ils évoluent toujours un petit peu, même quelques années après. Et ça veut dire que les prochains développements de 2020 ou 2021, ils ne supporteront pas direct. Ou en tout cas, ils ne seront pas testés pour. Voilà, ils ne seront pas testés. Oui, là, a priori, c'est l'écosystème dans son ensemble qui va suivre ça. Et je pense que WordPress aurait pu se le permettre de le faire avant. Pourquoi ça a été fait maintenant? Parce que tout simplement, le MAT avait décrété qu'on ne pouvait pas abandonner une technologie tant qu'elle avait plus de 1% d'utilisateurs au niveau mondial. Et là, donc, IE11 est passé sous la barre des 1% le mois dernier. Donc, ciao les amis. Tu vois, en parallèle, on a pris la même décision sur Rocket, parce qu'on a des parties JavaScript, et en plus sur le front-end, on parle de perf. Comme tu dis, les polyfiles, moins on a de polyfiles, meilleurs sont les perfs, donc ça va être mieux pour tout le monde. J'allais te poser la question si effectivement le navigateur joue un rôle sur la performance du site. En fait, c'est la prise en charge des navigateurs qui alourdit le code. Pour un utilisateur, après c'est chacun ses habitudes, mais est-ce qu'un site va être plus performant sur un navigateur ou sur un autre navigateur? Est-ce que quelqu'un a une réponse à ça? Est-ce qu'un site peut être plus performant sur Firefox ou plus performant sur Chrome? Parce qu'il y a moins de choses à lire peut-être, Quand on parle de performance, en fait, c'est un peu comme si tu posais la question, est-ce qu'un site va être plus performant sur la DSL ou sur la fibre optique? Ouais, sur la fibre optique, il sera plus performant. Si tu veux, là, tu es en réception uniquement. Donc, on parle pas de serveur? Si ton ordi RAM, par exemple, ou si tu n'as pas beaucoup de RAM, justement, pour le coup, sur ton ordi, tu vas avoir du mal à afficher un site avec beaucoup d'animations, par exemple. Parce que du coup, ça va ramener. Et voilà, c'est vraiment, là, tu es uniquement en réception. Quand on parle de performance, généralement, on parle de la performance
délivrés par le site lors de l'envoi en fait des données. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Jonathan, là-dessus, mais il me semble que le navigateur, c'est vraiment en fait de ton côté de la lorgnette. Généralement, quand on parle de pair, c'est plutôt qu'est-ce que fait le site, lui, pour que ça s'affiche le plus vite possible. Très bien. Et quoi qu'il en soit, quel que soit le navigateur que tu vas utiliser, le site sera plus rapide. C'est comme disait JB, en fait, un polyfill, tu peux pas tu le load sur n'importe quel navigateur. L'objectif du polyfill, c'est de tester est-ce que ce navigateur comprend ça. S'il le comprend pas, bah, je fais du code pour qu'il puisse le comprendre. Voilà. Ok, parfait. JB, c'est toi qui enchaîne. Ouais, j'enchaîne du coup. J'enchaîne avec un changement qui va intéresser surtout les développeuses et les développeurs qui bossent avec Gutenberg. Un changement sur le bloc galerie à venir qu'il va falloir préparer. Il va y avoir une dépréciation sur les blocs galeries actuels avec un minimum de support de ce qu'il y avait avant, mais quelque chose à préparer quand même. C'est que le bloc galerie, du coup, ne sera plus un bloc spécifique, mais sera un conteneur de galerie, en fait, de galerie de médias qui servira, donc ce qu'on appelle en termes techniques un inner block, donc un bloc qui permet de mettre des blocs à l'intérieur. Et du coup, en fait, chaque image sera vraiment un bloc à part entière à l'intérieur. Ce qui permettra d'aller d'ailleurs un petit peu plus loin en ayant des alternances images, vidéos, etc. Donc voilà, d'aller un petit peu plus loin. Et en fait, pourquoi faire ça? C'est revenir sur une erreur. Il y a eu beaucoup d'hésitations au moment de la conception du bloc galerie. Est-ce qu'il faut faire un inner block, sachant que c'était quelque chose d'un peu balbutiant à l'époque, ou est-ce qu'il faut faire un bloc qui permet de gérer des galeries un peu à l'ancienne façon de WordPress? Donc pour ceux qui savent comment ça fonctionnait avant, en fait, c'est un shortcode à la base, une galerie. Et du coup, ils ont un peu calqué ce truc-là. Finalement, voilà, l'idée là, c'est de revenir sur ça et de revenir sur un fonctionnement beaucoup plus proche de ce qu'est Gutenberg aujourd'hui, en fait, en 2021. Et donc, d'avoir un inner block. Donc, une galerie, c'est un conteneur dans lequel on va mettre des médias, en fait, finalement. Ce qui est beaucoup plus logique et qui fait complètement sens aujourd'hui. Mais en 2018, c'était un peu différent. Voilà. Voilà, il va y avoir un gros changement. Bien sûr, il y aura une politique de dépréciation. Donc, pendant quelques versions, pendant 5.8, donc d'ici la fin de l'année, décembre-novembre, l'ancien bloc sera toujours supporté, ça sera OK. Mais il va falloir commencer à regarder comment ça fonctionne et comment déclarer vos éléments, etc., pour pouvoir assurer cette petite migration. Sachant que l'équipe de développement de Gutenberg va prévoir du coup une migration automatisée dans la plupart des cas. Ce qu'il faudra faire gaffe, là où il faudra faire gaffe, c'est surtout si vous avez customisé des choses, personnalisé des choses par rapport au bloc galerie existant. Dans ce cas-là, il y a des risques effectivement d'avoir un petit peu de casse. Mais bon, voilà, on a quand même plus de 6 mois pour voir venir. Mais autant s'y préparer. Tous les détails sont dans un des liens qui sera disponible dans l'article lié au podcast. Voilà, je mettrai tout ça là-dedans. Merci. Alors Jonathan, permets-moi de te remercier encore une fois d'avoir accepté notre invitation. On va parler maintenant performance. Avant qu'on te harcèle de questions, est-ce que tu peux brièvement, comme chaque invité, présenter ton parcours, peut-être présenter votre produit phare, fondateur de VP Media, WP Rocket, nous dire où ça en est aujourd'hui. On a pu te voir plusieurs fois dans les WordCamp faire des conférences. D'ailleurs, je dois dire à titre personnel que j'ai toujours été assez impressionné de ta méthode, en tout cas toi, ta méthode ou la méthode WP Media, je dirais à l'américaine, d'annoncer comment on travaille, comment on fait, quels sont nos chiffres, d'être complètement transparent. Et ça, j'ai trouvé que ça faisait vraiment beaucoup de bien dans le monde WordPress français, que des agences puissent dire clairement voilà comment ce qui marche, comment on a fait, voilà nos chiffres. Voilà, je tenais à le dire, j'ai retenu cette vieille ancienne prestation que tu avais fait dans un WordCamp. Maintenant, je te laisse la parole et je te laisse te présenter. Comme tu l'as dit, donc je suis cofondateur de l'entreprise WP Media. Donc à la base, on a développé un plugin de cache qui s'appelle WP Rocket et on est spécialisé dans l'optimisation des performances des sites internet.
Et donc, on a aussi 2 autres outils, donc Imagify qui permet d'optimiser le poids des images et Rocket CDN qui est un CDN, comme son nom l'indique. Et auparavant, j'étais développeur WordPress. Je travaillais en agence, mais bon, j'ai pas fait long feu. J'ai fait 6 mois et 6 mois. Et même si on remonte encore avant, j'étais teinturier avant ma reconversion justement dans le web. Et je regrette pas parce que là, malheureusement, même si c'était un secteur qui était très intéressant, toute la partie teinturerie, en tout cas textile en France, c'est quasiment mort, quoi. D'accord. Mais Et comment on passe de la teinture à la ouais, performance WordPress? Parce que même pas, on a beaucoup de reconversions dans le web. Là, tu es vraiment dans une niche, une spécialité. ouais. Bah, par passion, hein, je pense qu'un peu comme la plupart de notre génération, où les études de web développement n'existaient pas forcément encore, ou étaient très peu développées, où c'était les débuts. Moi, je me suis lancé là-dedans par passion, par curiosité. Enfin, d'abord par curiosité, et ensuite j'ai aimé ça et j'ai trouvé ça cool. Et je trouvais que faire un site internet, au final, c'était pas forcément travailler, c'était c'était s'amuser. Et voilà, j'ai décidé d'aller dans cette voie plutôt que dans le textile qui avait plus vraiment d'avenir. Et bon, bah, ça a été plutôt un bon choix. C'était il y a combien d'années l'aventure WP Rocket? Alors, on a lancé officiellement le 14 juillet 2013. On aime bien les dates, on joue beaucoup avec les dates et les chiffres. Mais on a commencé à travailler dessus, ça devait être en avril 2013. Donc là, ça fait 8 ans que l'aventure a commencé. Ça passe vite, hein. Ça passe vite. Et donc j'ai commencé en tant que développeur à la base sur ce projet. Et maintenant je suis responsable des produits. Donc je suis en charge de penser les nouvelles fonctionnalités, de faire de la R&D, de tester, de donner la vision sur les produits et qu'est-ce qu'on doit réaliser, la roadmap des prochains quarters, enfin pour l'année en cours en tout cas. On prévoit pas pour des années en avance, mais déjà prévoir sur 2 quarters en avance, c'est déjà pas mal. Et voilà. Tu as quelques chiffres à nous donner sur WP Rocket? Il y a combien d'installs? C'est combien de pays? Ouais, bah on est à un peu plus d'1,5 million de sites internet pour un peu moins, enfin pour quasiment 180 000 utilisateurs. De mémoire, ça faisait un site toutes les 50 secondes qui installait Rocket la dernière fois que j'avais calculé. On avait cette moyenne-là. Ouais, ça, au début, c'est lent, mais après, c'est des chiffres qui montent, qui sont vraiment exponentiels. Niveau Imagify, ben, on est à quasiment 700 000 utilisateurs. Et on est à une moyenne de 4 millions d'images optimisées par jour, pour un total de plus de 3 milliards. Et pour Rocket CDN, on doit être à 6 000 sites qui utilisent notre CDN, qui est pour l'instant disponible juste pour Rocket, mais pour dans l'année à venir, pour le prochain quarter, qui aura son site standalone, donc tout le monde pourra l'utiliser. On est actuellement. Qui est un produit récent quand même, du coup, hein, Rocket CDN, pour Ouais, préciser. mars 2020, donc ça fait tout juste un an. Et au niveau de l'équipe, on est un peu moins de 40, donc on est 38. On est 38 partout dans le monde. On a eu une grosse croissance l'année dernière. On est passé de 24 à 38, mais cette année, ça va être assez stable au niveau des recrutements. Qu'est-ce que je peux donner niveau chiffres? Bah voilà, hein. Je sais pas si t'as d'autres Pour questions. Imagify, du coup, vous êtes obligé d'avoir des serveurs. Ça se passe. Ouais, on a toute une infrastructure qui heureusement structure backupée. Ouais. Puisqu'on est toujours hein, chez OVH, on n'a pas décidé d'aller ailleurs, hein, mais donc ouais, on a des serveurs. Bon, on est encore un petit peu en train d'en chier avec les serveurs pour la remise en route, mais oui, on a. Je pense que c'est toujours le cas, même pour la petite histoire, si on aime bien jouer avec les chiffres ou trouver des trucs drôles sur des noms. À l'époque, c'est CJB qui a mis en place toute l'infra. Et qu'on est fan on est fan de foot et supporter de Lyon. On donnait des noms
un peu comme chez O2Switch. Toi, tu as le serveur rognon, tu as le serveur patate, tu as le serveur bouffe, parce qu'Alex adore la bouffe. Nous, c'était des noms de joueurs de foot. Donc, on a l'autre serveur le plus performant, on l'appelait Ronaldo. Et je me souviens aussi, on avait un serveur qui avait un peu de downtime, etc. Donc, on l'appelait Gourcuff, parce que Gourcuff était blessé tous les 3 mois. Enfin, voilà, c'est de s'amuser comme ça, des fois. Mais oui, on a notre propre infrastructure de plein de serveurs chez OVH. Alors, j'ai déjà posé des questions, mais je vais lancer une première question, puis après, je vais laisser nos développeurs te poser des questions sur la performance. Et je vais lancer sur la première. Le passage à Gutenberg, pour vous, ça a été quelles conséquences? Sur le produit, tu parles, sur les produits? Ouais, sur le produit. Ouais. Il y en a eu 0. Il n'y a pas eu d'impact. Même en termes de compatibilité, il y a eu quasiment rien à faire. Donc, nous, en tout cas, niveau produit, on n'a pas été impacté du tout. Ouais, c'est pas le cas forcément de tous les éditeurs, je pense, d'extension, mais en tout cas, ouais, c'est Imagify 0, ça touche que les images, et Rocket CD n'était pas encore né, donc. Ouais. Donc, et on pourra dire un mot sur votre site qui a été, on va dire peut-être ultra optimisé. Est-ce que c'est à la portée je dirais de tout développeur? Je ne parle pas de Madame Kidam, hein, mais est-ce que c'est à portée de tout développeur? Qu'est-ce qu'on a été obligé de faire? Est-ce qu'il y a des choses qui sont améliorables côté peut-être WordPress? Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus et sur du coup les performances obtenues? À la portée de tout dev, oui, parce qu'en soi, il n'y a rien de compliqué à mettre en place ou même à comprendre et à développer. À améliorer WordPress, oui et non. Dans un sens, il donne ce qu'il faut pour pouvoir améliorer les performances. Et je pense notamment au niveau des blocs, et ce que j'ai trouvé génial. Moi, j'ai découvert en fait vraiment Gutenberg au moment où on a redéveloppé notre site internet. J'avais jamais joué avec Gutenberg. Ou vraiment jouer au niveau interface avec une vieille version, mais niveau code, j'avais jamais vu le JS de Gutenberg, jamais vu le système de templating, etc. Donc je l'ai vraiment appris lors du développement du site. Et la première chose que j'ai notée et que j'ai trouvé génial au niveau de Gutenberg, c'est la possibilité, moyennant, je crois que ça doit être 5-6 lignes de code, de pouvoir charger le fichier CSS ou le fichier JS du bloc uniquement quand ce bloc-là est utilisé sur la page en cours. Parce que par défaut, le comportement va être de charger tous les fichiers CSS et JS de tous les blocs qui sont utilisés ou non sur la page. Mais on a vu avec Samy de votre équipe que c'était facilement faisable avec un petit ASBlock et on joue sur l'enqueue. Je crois que le code, sincèrement, c'est 5 ou 6 lignes de code. Hein. Ouais, il faut en ajouter une vingtaine pour pouvoir avoir un support aussi des blocs réutilisables, parce que ça manque, c'est pas présent par défaut. Ouais, il y a ça aussi. Hein. Voilà, il faut doubler ça et puis avoir une fonction récursive. Mais en tout, avec 25 lignes de code, tu t'en sors, quoi. Enfin, c'est pas non plus... Ouais. Et ça a un impact énorme sur la performance du site, dans le sens où au lieu de charger un site avec 100% du CSS et sur la page d'accueil, tu vas en utiliser que 90%, ça va te permettre d'avoir de réduire de 85% le poids du CSS. Alors, ça sera jamais parfait parce qu'il y aura toujours un petit peu de CSS dans le fichier common qui va pas être utilisé ailleurs, mais au moins tu sais que tout le code qui est dédié aux autres blocs qui ne sont pas présents sur la page ne sont pas appliqués sur la page en cours. Et ça, en termes de perf, je ne connais pas du tout Drupal et les autres CMS, mais ça peut être un point qui le démarque justement des autres CMS. Clairement. Ouais, tout à fait. Moi, je pense notamment, alors malheureusement, c'est pas suivi par toutes les extensions, par tous les éditeurs d'extensions, mais je pense, beaucoup au niveau des performances, il y a beaucoup de blocages de ce côté-là où on se retrouve avec des sites. Alors nous, c'est plutôt sur la maintenance de sites qu'on n'a pas fait, par exemple. On se retrouve avec des sites qui effectivement vont avoir plusieurs extensions qui ont été installées pour des fonctionnalités, c'est logique, c'est l'écosystème WordPress, ça marche comme ça, mais qui chargent sur toutes les pages du site, énormément de code, notamment je pense à des extensions qui sont faites pour
n'être utilisé que sur une seule page, par exemple des extensions de plan de site ou je sais pas moi, de FAQ, de tout ce qu'on veut, en fait, des choses qui sont vraiment spécifiques à une page, et leur code JS et CSS, si c'est mal foutu ou si c'est pas bien prévu, en tout cas, très souvent, on va se retrouver sur toutes les pages du site. C'est quelque chose qui pose un gros problème, et en plus, là, on reboucle un peu sur les Core Web Vitals de Google. C'est que pour ceux qui veulent aller chercher les notes, même si les notes, c'est pas une fin en soi non plus, c'est sûr que ça fait toujours plaisir, hein, clairement, on ne va pas se le cacher. C'est un gros problème, quoi. Après, jusqu'à présent, c'était pas cantonné à l'éditeur. C'est-à-dire que on pouvait rien faire pour l'éditeur. En fait, c'était ce qu'on appelait un blob. C'est un ensemble d'éléments sur lesquels on peut pas trop intervenir. Et le fait de passer au blob, justement, ça permet d'avoir des entités bien identifiées qui permettent de savoir en fait ce qu'on charge et ce qu'on doit charger comme ressources. Ça, c'est vraiment en fait un changement important, et j'espère que la plupart des éditeurs d'extension du coup vont en tirer profit le plus vite possible, quoi. C'est clair. Et pour en revenir à Gutenberg, après avoir goûté à Gutenberg, je ne comprends sincèrement pas les haters de Gutenberg. Sincèrement, une fois qu'on goûte à Gutenberg, et même niveau dev, j'arrive pas trop à voir les défauts qu'on peut vraiment lui reprocher, quoi. Ouais, après, pour faire l'avocat du diable, et venant de moi, c'est quelque chose quand même, je tiens à le préciser. Pour faire l'avocat du diable, c'est sûr qu'après, sur le rendu, je pense qu'il est irréprochable parce que voilà, on est sur du HTML. Dans la base de données, tout est séparé par des commentaires HTML, ce qui est très malin. Ça paraît basique parce que c'est vraiment archaïque, hein, des commentaires HTML. Mais par rapport à un système de shortcode, et désolé de les citer, mais à la Divi, à la Oxygen Builder, etc., bah, c'est juste 100 fois mieux parce qu'on a du code HTML qu'on va pouvoir récupérer même en dehors de Gutenberg pour le réutiliser, etc. En revanche, et c'est là où je me fais l'avocat du diable parce que pour l'instant, je n'avais pas trop l'air d'un avocat du diable. Évidemment, c'est sûr que Gutenberg a une interface en back-office qui lui est propre, qui évolue beaucoup, hein, d'ailleurs. C'est-à-dire que en 2018, on a appris plein de choses. En 2019, ça n'a plus rien à voir. En 2020, rebelote. Et là, en 2021, on a le full-site editing qui rebat complètement les cartes. C'est sûr qu'un produit qui évolue aussi vite, je peux comprendre que du coup, ça peut être déstabilisant pour l'écosystème. Moi, je voudrais bien comprendre un peu, si c'est possible, peut-être de vulgariser un peu ou même être technique. On a des devs qui nous écoutent, de comprendre le fonctionnement de WP Rocket, parce que tu dis que tu es content que justement Gutenberg charge les CSS uniquement des blocs présents. Moi, j'avais dans l'idée, sans me poser trop la question, que WP Rocket prenait une page, regardait tout ce qui était chargé, en faisait une version mimifiée, on va dire, et après la chargeait systématiquement en cache. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Et est-ce que c'est vraiment page par page, du coup, ou c'est pour tout le site, à un moment donné, on prend tous les CSS, on les met tous. Alors, pour le moment, si on parle de cette fonctionnalité-là qui est de supprimer les CSS qui ne sont pas utilisés sur la page en cours, ce n'est pas encore disponible. Aujourd'hui, ce que Rocket va te proposer au niveau du CSS, ça va être de minifier les CSS. Donc, c'est-à-dire, on prend le fichier, on supprime tous les espaces blancs, les solines pour réduire le poids, et les concaténer en un seul fichier. Donc, concaténer, c'est-à-dire si tu as 10 fichiers CSS sur une page, on les transforme en un seul. On les prend et chose qui aujourd'hui avec HTTP2 n'est plus trop recommandée, mais qui te donne une meilleure note PageSpeed dans un autre sens. Enfin, PageSpeed Insight, c'est vraiment un tool qui tu jongles en fait. Tu jongles tous les jours, tous les mois. Il te dit de faire ça, ça t'améliore ta note. Il te dit de pas faire ça, ça te l'améliore pas. Mais si tu le fais d'une autre façon, ça te l'améliore. Enfin, bref. Ça va aussi charger donc on a une option qui va permettre de gérer ce qu'on appelle le critical CSS. Et de charger en asynchrone le non critical. Donc en gros, tu as le viewport. En fait, ce qui est simple avec Google à comprendre, c'est la mission de Google au niveau perf, c'est que ton site, ce qui est visible au viewport, donc sur ton navigateur, sans devoir scroller, doit être chargé le plus rapidement possible. C'est son objectif, c'est que cette partie-là se charge au plus vite possible pour permettre de donner, l'objectif, c'est d'améliorer et d'avoir la meilleure expérience utilisateur. Puisque si tu arrives sur un site
et que ça mouline avant qu'on t'affiche quoi que ce soit, bah, c'est pas une bonne expérience. Et potentiellement, tu vas pouvoir partir du site pour aller voir un concurrent. Et le critical CSS, ça permet en fait de générer le CSS du viewport que tu mets directement dans le DOM comme ça, et le reste des CSS qui est utilisé pour le bas de page, tu le charges en asynchrone. Donc ça, c'est ce qui est fait aujourd'hui, mais depuis le mois d'août l'année dernière, on travaille sur notre propre fonctionnalité. Donc on est vraiment parti de from scratch pour faire ce qu'on appelle le removed unused CSS, c'est-à-dire que Rocket va prendre ta page, va l'envoyer à notre SaaS, parce que c'est vraiment un service externe. Notre outil va analyser tous les fichiers CSS, tous les fichiers JS, et faire la correspondance avec le DOM de l'HTML pour savoir si une classe CSS est utilisée ou pas. Et ce qui fait qu'on va remove tous les fichiers CSS, enfin pas tous les fichiers, mais toutes les règles CSS qui ne sont pas utilisées. Et je vais vérifier, mais je sais pas si je l'ai laissé. Je crois que je l'ai sur Geekpress. Juste pour préciser, je fais une parenthèse pendant que Jonathan cherche ce qu'il va nous dire, mais c'est vraiment une fonctionnalité qui est énorme. Enfin, moi, quand Jonathan en a parlé, ça m'a beaucoup impressionné dans la mesure où c'est vraiment le pain point, on va dire, pour pas dire plus, quoi. C'est vraiment le pain point, en fait, dans la mesure où c'est très difficile d'agir dessus, notamment quand on est sur un site, en fait, qui existe depuis un certain temps, où on a ajouté du CSS petit à petit, etc. On a forcément du CSS qui n'est pas utile, qui n'est pas utilisé, et ne serait-ce que le détecter, c'est déjà complexe. Alors, en plus, du coup, pouvoir, au fur et à mesure de la vie du site, s'en occuper, etc., avoir un service, du coup, qui s'en occupe pour toi, c'est vraiment quelque chose qui change la donne, hein, pour moi. Là, pour le coup, je ne suis pas au courant... Enfin, je ne suis pas un expert en performance, mais je ne suis pas au courant d'initiatives dans ce genre ou de scripts dans ce genre qui soient réellement utilisables en production, en tout cas. Ça doit exister, forcément. Il y a forcément plein de repos GitHub qui ont ce genre de script, hein, qui vont aller étudier le DOM, etc. Mais utilisable en production sur un site WordPress sans investir du développement, forcément, je ne suis pas au courant que ça existe, quoi. Il y en a très peu aujourd'hui. Aujourd'hui, la plupart des outils qui existent, ça va être soit des repos GitHub. Enfin, tu utilises une API et ça va simuler en fait un navigateur JS pour tout faire. Nous, on n'a vraiment pas fait comme ça. C'est tout en PHP pour que ce soit plus rapide. Et tu as des services payants qui existent qui te permettent de faire ça, mais tu n'as aucun connecteur avec WordPress. Donc, il va falloir que toi, tu utilises leur API et que tu développes en fait quelque chose toi-même. Donc ça va te sortir le used CSS, mais c'est toi qui vas devoir l'insérer, le mettre à jour quand tu mets à jour tes pages, etc. Tandis que là, oui, sur Rocket, ça va tout être automatisé. Et par page, chacune des pages aura son propre CSS, parce que tu peux avoir des variantes au niveau des pages. Ne serait-ce qu'un article. Sur un article, tu as une page qui a une vidéo. Sur un autre article, tu as un article qui a des images et l'autre pas. Sur un autre article, tu as un article qui a 0 commentaire, mais sur l'autre article, tu as un article qui a des commentaires. Sur un autre article, tu as des commentaires avec des commentaires imbriqués, et donc le CSS n'est pas le même. Et donc, ce qui fait que chaque post est quasiment unique, chaque page encore plus est unique, d'autant plus si on utilise de Gutenberg avec des blocs. Et donc, c'est du par page. C'est une fonctionnalité qu'on développe depuis le mois d'août. On se casse pas trop la gueule sur la feature en elle-même, c'est vraiment sur l'infrastructure, puisque c'est quelque chose qu'on va proposer gratuitement en plus de requêtes, sans coût additionnel. D'accord. Et qui fait que du jour au lendemain, nous, pour lancer, par exemple, j'ai donné comme objectif, il faut que les serveurs arrivent à tenir 2500 requêtes secondes. Sinon, on ne sort pas. Et justement, ça va sur ma question, hein, que j'étais en train de préparer dans ma tête depuis tout à l'heure. Ça représente énormément d'échanges entre le serveur distant et du coup le site internet, tout simplement. Ça va être quoi? Enfin, j'imagine que vous avez déjà de votre côté des choses qui sont bien plus ou moins prêtes. Ça va représenter quoi? Un bouton sur lequel je clique et ça va charger en arrière-plan du coup l'ensemble. Enfin, ça va faire envoyer mes pages du coup sur le serveur distant
qui va traiter, qui va me dire, je sais pas moi, une demi-heure plus tard, par exemple, c'est bon, c'est prêt, et qui va charger. Quel est le principe? Une demi-heure réduit en quelques secondes. Hein. Sérieux, ok, c'est Ouais, imaginable du ouais. coup d'avoir ce genre de service en moins Ouais. de, disons, En 2-3 fait, minutes? ça dépend des serveurs. Si on a un serveur qui n'arrive pas à traiter beaucoup de requêtes par seconde, bah forcément la queue va être longue à traiter. Là, nous, notre objectif, c'était de pouvoir traiter 2500 requêtes, donc pages par seconde. Donc, ça permet quand même de faire un volume assez important C'est vrai. à ce niveau-là. Non, ça serait une simple option, juste une case à cocher et puis c'est tout. Ok, donc finalement, Une un peu comme requête. le Ouais, préchargement du voilà, cache actuellement, quoi. c'est ça, ouais, c'est ça. Et on a un système un peu spécifique qui est euh, on cache les ressources en fait pour savoir. Je, En fait, pour l'utilisateur, nous, au-delà de la performance, on essaye toujours de développer les outils pour qu'ils soient les plus simples à utiliser, et d'autant plus que les techniques qui sont implémentées récemment sont plus les mêmes qu'il y a avant et sont de plus en plus techniques et compliquées à comprendre, et que les utilisateurs souhaitent de moins en moins comprendre et avoir un outil utilisable tout de suite, juste en activant le plugin. Si tu prends le, euh, une page normale, elle va avoir 10 CSS et je sais pas, tu mets à jour un plugin. Ce plugin-là insère un fichier CSS qui, lui, du coup, depuis la nouvelle version de ce plugin-là, a un CSS différent. Ben, en fait, nous, dans la base de données, quand on rencontre un fichier pour la première fois, on l'enregistre dans la base de données sur le site du client. Il a un hash et quand la page est plus en cache, on récupère toutes les ressources, on vérifie si le hash est différent ou pas, et si le hash est différent, ça veut dire que le fichier CSS est différent, et donc qu'on doit régénérer le used CSS de cette page-là. Donc, dans la plupart des cas, normalement, l'utilisateur est censé faire, n'est pas censé d'avoir d'action à faire pour que son Ouais, c'est site, transparent. au Ouais. niveau Ok. du use CSS, soit toujours le bon use CSS, en fait. Hmm. Voilà. Ouais, bah Donc, finalement, ça c'est un permet peu ça. comme le préchargement du cache. Ouais. Du coup, enfin, Oui, ça voilà, ouais. reste. C'est une tâche de fond pour c'est-à-dire qu'on est. Oui, voilà, c'est Alors, ça, c'est le une tâche de préchargement, fond. il y a des indicateurs qui sont indiqués. Voilà, on a rechargé X page, tu recharges ta page, bah, t'en as un petit peu plus. Mm, Là, du coup, voilà, pareil, on est sur une tâche d'arrière-plan. Tu continues à faire, à t'occuper de ton site mm, et le plugin c'est ça. s'occupe de tout, quoi. Ouais, Et c'est assez donc, impressionnant. Je pense ouais. que ça va faire du bruit, à mon avis. Et ça sort au mois d'avril. Donc là, on est sur le dernier sprint qui se termine la semaine prochaine. Et puis après, on commence la staggered. On est un système de, de lancement de nouvelles versions par lot. Et je crois que le premier lot commence le 12 ou un peu moins, je sais plus. Mais c'est pour avril. Enfin, c'est sorti début mai, début mi-avril pardon pour le staggered, et ça doit finir fin avril, début mai pour la release à 100%. Donc ça arrivera sous peu, assez sous peu. Cool. Merci pour cette info. Euh, je reviens un peu sur ce que Simon a annoncé tout à l'heure sur les Core Web Vitals. On en parle beaucoup donc en ce moment. Moi, si j'ai bien compris, je fais le naïf de l'émission. Il y a trois gros points importants. C'est le premier chargement, le temps de chargement de premier élément, le chargement de l'élément le plus important justement de l'écran, de ce qu'on voit. Ça peut être une image, une vidéo, etc. Et le layout, alors ça, pour bien comprendre, vous êtes certainement fait avoir, c'est je veux cliquer sur un bouton, puis finalement, il y a un truc qui s'est chargé entre-temps, qui est venu changer en fait l'affichage de ma page, parce qu'il y a un élément qui s'est chargé alors qu'il était au-dessus d'un autre, et du coup, ça décale tout. Bon, ça peut être réglé surtout au côté développement, intégration. Vous, toi, sur la performance, avec Imagify, j'imagine déjà si l'élément le plus important c'est l'image, bah, ça va jouer là-dessus. Sur le fait que ce soit en cache, ça va charger plus vite la page. Sur le layout, il y a quelque chose qui peut jouer ou pas? Ouais. D'ailleurs, on a un petit point sur le CLS. Le CLS n'a aucun rapport avec les perfs du site en soi. Hein. C'est de l'expérience utilisateur, ni plus ni C'est le moins, mais troisième c'est pas. point, c'est ça, le CLS. Ouais,
c'est le troisième. En fait, ces 3 points vont entrer dans le calcul du page experience, et c'est le page experience qui aura un impact sur le ranking du SEO. Mais après, pour en faire un petit aparté là-dessus, c'est un peu comme à l'époque avec SSL, que Google a annoncé que tous les sites devaient passer sur SSL, sinon ça allait avoir un impact. Déjà, c'est quelque chose qui va se faire progressivement, pas du jour au lendemain, et qui aura un impact pas si significatif que ça. C'est ce qui permettra de différencier 2 sites très proches au niveau du ranking, mais c'est pas ce qui va te permettre de passer de la page 10 à la page 1 comme ça du jour au lendemain. Donc, faut aussi modérer l'urgence sur ce truc-là à ce niveau-là, et aussi toujours faire corréler, toujours faire apporter une importance au temps de chargement, parce que tu peux avoir 100 sur PageSpeed, mais avoir un site de merde en temps de chargement. Comme à l'inverse, c'est un site qui charge super rapidement, mais une note de 10 sur mobile et 50 sur bureau, quoi. Donc pour en revenir au niveau du CLS et requêtes, oui, nous on fait juste un truc qui est d'ajouter les attributs largeur et hauteur sur les images, puisque si elle ne sait, en fait, ça a un double intérêt qui est un intérêt performance, un intérêt CLS et donc expérience utilisateur, donc 3 et note PageSpeed. C'est que ça évite du layout shift, donc c'est-à-dire que comme tu dis, l'espace n'est pas alloué et donc le navigateur va afficher une image ou une publicité et du coup ça va bouger. Et donc ce qu'on fait sur les images, c'est qu'on ajoute la balise attribut largeur et hauteur. Et ça a aussi un intérêt en perf, mais minime et en fonction des sites internet. En fait, ça permet aussi d'éviter au navigateur de calculer les tailles, parce que si on ne précise pas ces attributs, lui, le navigateur, pour savoir quel espace il faut allouer à cet espace-là, lui, il va calculer la largeur de l'image et la hauteur de l'image. Et si on lui précise ces attributs-là, c'est du travail en moins à faire et un site qui est plus rapide. Moi, j'avais fait l'expérience de ça il y a très très longtemps, il y a plus de 12 ans, où j'avais une page sur laquelle il y avait 100 photos et j'avais pas les attributs largeur et hauteur. Et je les ai ajoutés et j'avais vu une différence vraiment significative en termes du temps de chargement. Faut remettre aussi à l'époque que les navigateurs étaient pas aussi performants. Mais aujourd'hui, c'est aussi à mettre en corrélation avec le nombre d'images, sachant que sur un site WordPress, par défaut, WordPress ajoute les attributs sur ces images-là. Donc ça voudrait dire que ce sont des images qui ne viennent pas du corps de WordPress, qui ne sont pas ajoutées en utilisant des fonctions de WordPress. Donc c'est assez limité en général. Ça arrive, mais c'est assez limité. Ouais, tout à fait. Il y a un truc que tu as dit qui m'a amusé pas mal cette semaine, la semaine dernière, c'est effectivement le fait qu'on peut avoir un site qui a des notes de fifou, mais qui est tout dégueu, et on peut avoir des sites qui ont des notes dégueulasses, mais qui s'affichent très vite. Effectivement, il y a eu une expérience de ce côté-là d'une personne du coup qui a réussi à avoir 100 sur 100 partout. En faisant en fait les pires mauvaises pratiques possibles sur son site, notamment par exemple en encodant en fait l'ensemble du balisage, en utilisant vraiment un site le moins utilisable possible en termes d'expérience utilisateur, super moche, etc. mais qui allait à 100% de l'accessibilité tout simplement parce qu'il ajoutait des attributs ARIA. Par exemple de partout En gros, c'était que du fake en fait. Finalement, le site est totalement inutilisable, inaccessible pour tout le monde en fait finalement. Mais Google lui donnait des notes de 100 partout parce qu'effectivement, ça répondait à tous les critères. Donc oui, c'est pas une fin en soi, c'est clair. Après, c'est sûr que ça reste un indicateur qui déjà est intéressant en soi. Après, je pense que plus que les notes, il faut aller voir un peu ce qu'il y a dedans. C'est là où il y a les choses intéressantes en fait. Mais en plus, ça permet d'avoir assez rapidement un aperçu de où est-ce qu'on se situe finalement. Sachant que pour un très gros site, très lourd, avec des contraintes énormes, etc., avoir une note de 70, ça sera très bien, alors que pour un site tout simple, du coup, ça sera plutôt décevant.
Par exemple, on utilise, tous, j'allais dire tous, mais certains d'entre nous utilisent des sites qui permettent d'aller chercher des GIFs animés comme Giphy, etc. C'est pas un site sur lequel on s'attend à ce que ça va se charger instantanément. Et d'ailleurs, ça se charge pas instantanément. Pourquoi? Parce que ça charge des centaines de GIFs animés voilà, en Ajax, etc. Forcément, c'est pas quelque chose qui peut être surpuissant en termes d'affichage. En revanche, c'est pas ce qu'on attend du site. Voilà, on s'attend bien à ce que ce site il va mettre un peu de temps à charger. Donc voilà, il faut faire la part des choses, il ne faut pas non plus trop se reposer là-dessus. Maintenant, c'est sûr que ça reste un indicateur intéressant. Nous, on avait on utilisait AppScout et tu peux faire des save replies. Nous, on avait une save reply qui s'appelait Fuck PageSpeed à une époque. Les gens voulaient vraiment, voulaient vraiment avoir une note green, quoi, une note verte, Oui. même en pouvant sacrifier le temps de chargement. Après, mine de rien, depuis la mise à jour de l'année dernière, les recommandations de Google ont vraiment un intérêt sur l'impact du temps de chargement. Alors qu'avant, les précédentes recommandations n'allaient. Tu pouvais fixer une recommandation qui allait améliorer de 20 points ta note, mais pas forcément te diminuer ton temps de chargement de 20% ou de 30%. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, les recommandations, et comme tu le disais, en fait, que ce soit le LCP, le FID, en fait, c'est deux métriques qui sont basées sur le fait de faire un rendering le plus rapidement possible du above the fold. Et donc, toutes les recommandations qui te permettent d'avoir une bonne note PageSpeed, normalement, maintenant, vont te permettre aussi d'avoir, en même temps, d'améliorer ton temps de chargement. Et donc, la perception que l'utilisateur a de ton site derrière. De mon côté, j'ai mené une petite expérience là sur mon site perso parce que je m'amuse bien dessus, qui tourne en 5.8 déjà, voilà, qui tourne avec les dernières versions, les versions à venir de WordPress, etc. L'objectif, c'était de le monter à 100% sur mobile et desktop. Et du coup, j'ai mis un petit tweet, donc vous avez dû le voir passer. Effectivement, Rocket m'a permis d'aller très loin. Donc, je me suis retrouvé à 98% sur mobile et tout le reste à 100%. En termes de perf. Et du coup, il me restait un truc, c'était les polices. La police chargée, donc mon thème utilise 2020, thème natif de WordPress, qui chargeait une police en Advanced Face directement. Et là, j'étais bloqué. Donc, j'ai dû tricher, j'ai dû modifier le thème parent de mon site directement pour pouvoir... finalement, alors j'aurais pu déhooker la CSS et rehooker la mienne, c'était plus simple d'aller modifier la feuille de style du thème parent. Donc je sais que quand je mettrai à jour 2020, il faudra que j'aille refaire la modif pour supprimer ces polices et du coup charger une pile de police navigateur, système à la place. Donc je chargeais le VTK à la place de la police par défaut. C'était vraiment le seul point qui me restait. Sinon, tout le reste, j'ai pu le faire depuis le back-office sans aller du tout dans le code. Voilà, sans m'embêter, quoi. Et tu parlais de points, Jonathan. Est-ce que vous avez une fourchette pour dire, voilà, moi j'ai un site qui est hyper long, hyper lourd, etc. Je fais rien du tout, je vais juste mettre requête. De combien je peux l'améliorer? Ça va de combien à combien? C'est-à-dire, je peux gagner 2 fois, je peux gagner minimum 10%. Est-ce qu'il y a... Ça dépend vraiment des sites, il n'y a pas de règle. Tu peux passer d'un 10 à un 90, comme tu peux passer d'un 50 à un 70, donc il n'y a pas vraiment de règle. Mais vu l'importance qu'apportent les utilisateurs à PageSpeed, nous, depuis l'année dernière, on est vraiment focus dessus, sur l'amélioration des notes, tout en trouvant des fonctionnalités qui permettent de faire les deux en même temps, c'est-à-dire d'améliorer PageSpeed Insight, mais aussi le temps de chargement, parce qu'il ne faut pas oublier ça, c'est que l'objectif principal est d'améliorer le temps de chargement du site Internet. Et avec la 3.9, avec une fonctionnalité en plus qu'on rajoute du remove de news CSS, je pense qu'on n'est pas loin de pouvoir proposer tout ce qu'il faut pour avoir le 100 sur desktop et le 100 sur mobile, quel que soit ton point de départ de la note, quoi. Et du coup, par rapport à ça, ouais, c'est impressionnant. Par rapport à ça, justement, en termes de promesses, c'est vrai que avoir une extension
d'optimisation. Alors, on parle beaucoup de Rocket, mais il y a aussi Magify, il ne faut pas l'oublier, le petit Magify. Mais du coup, c'est bien beau, mais derrière, il y a une promesse qui va avec ce type d'extension. J'imagine que vous n'êtes pas les seuls à faire face à ça. Il y a aussi toutes les extensions d'optimisation SEO comme SEOpress, Yoast et RankMath, etc., etc. Ils ont la même promesse, c'est d'améliorer les choses. Le problème, c'est que du coup, j'imagine que ce type d'extension, ce type de business, du coup, génère énormément de support de gens qui sont insatisfaits parce que ils ne voient pas la différence ou ils ne voient pas suffisamment de différence. Donc, ma question, c'est évidemment comment avec ça, vous dealez avec ça. Et la deuxième question derrière, c'est que j'ai remarqué que ça m'a toujours étonné que Rocket ne proposait pas contrairement à Imagify d'ailleurs, de avant-après. Avant, ton site, il avait telle note et il se chargeait en tant de temps et maintenant, il se charge plus vite. Voilà, parce que justement, ça permet de répondre à cette promesse quelque part qu'on fait avec cette extension. Tout à fait. Je dis juste un mot, je dis bientôt. D'accord. Bientôt. Ouais, non, et du coup, en termes de support, alors, bon, bientôt, c'est une bonne réponse, hein, moi, ça m'intéresse. Et en termes de support derrière, quel discours vous essayez d'avoir justement parce que j'imagine que quand Rocket ne peut pas faire grand-chose, c'est qu'il y a de bonnes raisons, mais comment vous expliquez ça? Les tickets qui sont vraiment juste liés à PageSpeed, c'est plus de 50% des tickets. Donc déjà, si nous, on arrive en sorte que nos utilisateurs aient 90% tout le temps, on réduit de 50% nos tickets et on peut se concentrer sur autre chose. Comment on deal avec ça? Pendant très longtemps, on a essayé d'éduquer les utilisateurs en leur disant fuck PageSpeed, ça sert à rien d'être focalisé dessus. Mais depuis l'année dernière et encore plus depuis l'annonce des Core Web Vitals avec l'application à mai 2021, on a un peu changé de fusil d'épaule et aussi principalement parce que les recommandations de la version qui a été mise à jour, je crois que c'était juin 2020, ne sont plus du tout les mêmes et sont beaucoup plus pertinentes en termes d'optimisation du temps de chargement. Et donc maintenant, même au niveau du support, on fait en sorte de donner on répond plus fuck PageSpeed et ne faites plus attention à cette note-là. On essaie d'automatiser. On a inventé un outil qui permet de faire un avant-après, de détecter les options de requête qui sont activées ou pas, et en fonction du résultat de l'API de PageSpeed, de dire ça tu pourrais le résoudre en faire ci, ça tu pourrais le résoudre en faire ça. Et donc en 30 secondes, on peut créer une réponse à l'utilisateur et lui donner tout ce qui lui manque pour améliorer sa note en fonction. Parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles vous ne pouvez pas agir. Les extensions qui sont installées, s'il y a une extension qui rame tout, qui plante tout, etc. Le CLS, par exemple, CLS, si le thème n'a pas prévu d'allouer un espace pour la pub, nous, on ne peut rien y faire, quoi. Typiquement, on ne peut rien y faire et on ne pourra jamais rien y faire. Donc, mais par rapport à PageSpeed, on a vraiment changé notre fusil d'épaule. Et l'un dans l'autre, c'est pas plus mal parce que ça nous permet de pas nous reposer sur nos lauriers, de faire pas mal de R&D, de tester. Ça nous a permis de trouver des nouvelles idées en termes de fonctionnalités, etc. Donc on vit avec les changements de PageSpeed et ça nous permet aussi de nous renouveler. Là, depuis 1 an et demi, on ajoute pas mal de nouvelles fonctionnalités, mais on en supprime aussi pas mal. Si vous regardez le changelog, à chaque version majeure, on supprime des options qui sont complètement devenues obsolètes, la minification HTML, les remove query string. Là, dans la 3.9, on va supprimer l'add-on Google Tracking et Facebook Pixel pour sauvegarder sur le serveur les fichiers distants de Google Analytics et Facebook Pixel, puisque maintenant, la meilleure pratique est de retarder le chargement de ces fichiers-là plutôt que de les sauvegarder en local. Donc voilà, moi, je trouve ça bien dans le sens où ça nous donne du boulot et ça nous permet justement de ne pas nous reposer sur nos lauriers. Donc, au contraire, on voyait ça au départ, c'était chiant parce que ça générait du support, de la frustration. Mais en même temps, c'est ce qui nous permet de nous tenir à jour, de toujours nous
différencier nos concurrents, d'avoir de l'avance, etc. Enfin voilà, on y voit plutôt d'un bon œil, quoi. Ouais, c'est l'histoire de ma vie par rapport à Gutenberg, quoi. Oui, bah ouais, bon, je vais pas aller à l'encontre de ce que tu dis, hein, le changement, finalement, quand de toute façon, tu n'as pas trop le choix, en fait, à un moment donné, il vaut mieux aller avec. Et du coup, être au top là-dessus, Tout à fait. je pense que c'est la bonne chose à faire. Il y a des changements, on en a chaque année. Il y a eu le RGPD en 2018, il y a eu Gutenberg, il y a eu... Voilà, des changements, il y en a tout le temps, quoi. Donc voilà. Ça me fait penser un petit peu à la philosophie de Yoast, hein. Je faisais un parallèle dans l'intro sur le SEO, le référencement et la performance. C'est des deux côtés, on a un robot aveugle qui est Google, qui est de moins en moins aveugle, mais où on se dit, tiens, il voit pas, on va essayer de lui donner ce qu'il veut entendre pour avoir des bonnes notes. Où Yoast a quand même une éthique très très forte sur leur travail pour dire, avant tout, on est là pour la mission de Google qui est d'apporter le meilleur résultat aux utilisateurs, donc de penser aux utilisateurs, tout en faisant techniquement des choses qui font que Google va dire OK, c'est bon. J'ai l'impression d'entendre un peu ce discours-là aussi, c'est-à-dire oui, c'est bien les notes Google, etc., mais c'est pas le plus important. L'expérience utilisateur, c'est ce qui est le plus important et on va faire en sorte que ça charge vite, que l'utilisateur puisse accéder rapidement à son information. Et je pense que c'est une philosophie c'est celle qui va amener plus loin, hein. Et si on en parlait, coucou Nicolas, on peut effectivement tricher, faire du linking, des machins, etc. Mais c'est souvent pas très à longue durée, ça marche pas, quoi. Donc vous parliez des sites qui peuvent avoir une note de 100 et qui sont finalement imbitables. On peut pas, pour un utilisateur, c'est inutilisable. Voilà, j'ai l'impression que vous êtes dans cette philosophie-là, en tout cas, de vraiment sur l'expérience Toujours, ouais, utilisateur. toujours, ouais. Pour revenir à la note, tu peux avoir une page blanche, tu mets un slip en PHP de 20 secondes. Tu as une page qui charge en 20 secondes, mais tu as un PHP d'Insight qui est à 100. Oui, effectivement. Ça, oui, c'est une bonne démonstration, en fait, encore meilleure que... Voilà. Du coup, j'ai l'impression de reformuler un peu ma question tout à l'heure, mais par rapport à l'écosystème WordPress qui, comme on le sait, est très riche, j'ai déjà vu un petit peu dans le blog de Rocket voilà, comment booster les performances avec votre thème. Insérer ici un thème massivement utilisé, genre, je sais pas moi, Astra ou je sais plus quoi. Mais j'ai pas forcément vu non plus de recommandations de ce côté-là. Donc, il n'y aurait pas de thème ou d'architecture spécifique que Rocket recommande pour pouvoir être performant, etc. Bon, bien sûr, il y a eu l'article sur Gutenberg, mais j'ai pas l'impression que vous êtes dans la recommandation, mais plutôt dans on fait avec. Vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. Ou alors peut-être que je me trompe et qu'en fait, il y a vraiment des choses qui marchent mieux que d'autres. Enfin, je sais pas. Quel est ton point de vue sur l'écosystème? Vous êtes dans la recommandation ou plutôt dans on va se débrouiller avec ce que les gens ont? Déjà, au niveau de la recommandation, c'est que nous, la plupart des personnes de l'équipe, on n'est pas experts de page builder, ce genre de choses-là. Donc, pour pouvoir recommander des outils, il faut pouvoir les utiliser au quotidien à ce niveau-là. Et nous, vu qu'on n'est pas consommateur de ces outils-là, recommander un page builder plutôt qu'un autre, ça va être assez compliqué en fait. Pour moi, c'est la principale raison en fait pour laquelle on n'en recommande pas un plus qu'un autre. Notre site en est l'exemple. On utilise Gutenberg sans page builder. Vous n'avez pas de statistiques, vous n'arrivez pas vous n'avez pas des espions dans le plugin qui permet de dire on a des sites qui sont sur tel thème ou avec tel builder et avec eux on a du mal, je sais pas. Ça voudrait dire déjà avoir une information sur la performance qui est gagnée. C'est un peu bullshit dans le sens où pour faire des tests qui soient justes, il faudrait que chaque thème qu'on ait quasiment en fait la même page parce qu'en fait je crois quoi. Okay. Si on regarde tous les tests qu'on voit,
la plupart du temps, c'est la page par défaut de démo de tel thème versus la page de démo de tel thème. Mais sur la page de démo, t'en as peut-être un qui va te mettre une galerie de vidéos, une galerie photo, une galerie machin, et l'autre va pas avoir les mêmes choses à te montrer. Et donc, du coup, tu compares pas du tout les mêmes choses, quoi. C'est comme si tu comparais un truc tout con, je sais pas, tu compares une Ferrari qui fait 1200 kilos, et à côté de ça, avec un moteur qui a, je sais pas, même un petit moteur 200 chevaux dedans, mais à côté de ça, tu vas comparer une Twingo qui a aussi 200 chevaux, mais qui va faire 200 kilos. Bah forcément, vu que le Clio est plus petit, moins lourde, qu'elle charge moins de trucs, elle va être plus rapide. Et après, à ce niveau-là aussi, c'est que en fonction de la page démo, tu as plus ou moins de fichiers JS qui sont chargés, etc. Et donc, c'est un peu compliqué de faire des tests juste à ce niveau-là et de recommander quelque chose. Ouais, Et chaque, puis, chaque site est différent, quoi, en gros. ouais, voilà. Et puis, si tu ajoutes au fait que nous, on n'est pas des consommateurs de page builder pour recommander Divi à la place d'Astra ou à la place d'Elementor, c'est un peu compliqué, quoi. Ouais, ok. Ouais, donc en fait, vous visez l'écosystème dans son ensemble et pas, Ouais, des technologies ou des outils tout à fait. spécifiques, quoi. Tout à fait. Après Donc, aussi, c'est l'équipe marketing qui gère ça et moi, je suis totalement dehors de ça, donc je pourrais pas t'en dire plus. J'ai compris que vous focalisiez un petit peu plus du coup là sur le page speed de Google. Est-ce que tu recommandes aussi d'autres sites pour voir, pour mesurer cette différence ou la performance d'un site avant, après Bah, avoir fait des modifications, hmm. avoir installé WP Rocket? Après, il n'y en a pas 107, hein, de toute façon. Je vais citer les 4 plus connus, PageSpeed Insight, GTmetrix, Pingdom Tools et WebPageTest. Hein. C'est les et 4. ça a le mérite d'être Voilà. C'est clair. d'être direct. C'est les 4 plus utilisés et connus. Ok, très Sachant bien. que PageSpeed et GTmetrix sont vraiment focus sur Lighthouse. Donc les notes de performance que propose en fait PageSpeed viennent d'un outil qui s'appelle Lighthouse. Et donc PageSpeed Insight utilise Lighthouse et GTmetrix utilise aussi Lighthouse. Alors que WebPageTest quand je dis des conneries pour WebPageTest, ils nous sortent le LCP. Mais en tout cas, Pingdom, c'est juste du temps de chargement. Il n'y a pas de note à la GTmetrix ou à la PageSpeed Insight. Mais moi, j'utilise toujours à titre perso Pingdom. Ça me permet aussi d'avoir de vraiment avoir une vue sur le temps de chargement en lui-même, sans parler de notes de performance comme PageSpeed Insight. D'accord, très bien. Peut-être juste pour conclure, parler peut-être de ce dernier produit, même si tu disais que c'est un an là sur le CDN pour ceux qui ne Ouais. savent pas ce que c'est et qui vont voir l'option au final. C'est ça, on voit Mm. dans l'extension en back-office l'option Ouais. CDN. Pour expliquer ce qu'est un CDN, je fais toujours la même image. Quand tu voyages, tu voyages en avion, tu pars de Paris et que tu t'as atterri à Amsterdam, le temps de vol sera toujours plus court que si tu décolles de Paris et que tu atterris à New York. Et c'est un peu le même principe avec un site internet. Tu vas avoir le serveur qui va être localisé, on va dire au EVH, donc Strasbourg, par exemple, et ton visiteur est à Londres. Forcément, Strasbourg-Londres va mettre moins de temps que Strasbourg-New York par rapport au temps de latence. Et donc, l'objectif d'un CDN, c'est de dupliquer et de répliquer sur d'autres serveurs un peu partout dans le monde tes fichiers CSS, tes images, tes JS, enfin tout ce qu'on appelle les assets, pour que ces assets-là se retrouvent plus près, soient plus proches de l'utilisateur. Donc, par exemple, au lieu tu vas avoir un serveur donc à Strasbourg, ton serveur principal, mais tu vas en avoir un autre à Amsterdam, un autre à Washington, et forcément, le serveur de Washington sera beaucoup plus près de New York. Donc, on va détecter, le CDN va détecter que le visiteur vient de New York et va sélectionner le serveur qui est plus proche. Et là, ça va être Washington. Et donc, du coup, pour faire Washington-New York, c'est beaucoup plus rapide que de faire New York-Strasbourg. Donc, en général, c'est assez facile à comprendre avec cette image-là. Tout à fait, c'était très, très clair. Et donc, Rocket CDN est un CDN. Alors, on n'a pas réinventé la roue, hein, on est revendeur de StackPass, donc on n'a pas créé notre propre infrastructure, on utilise l'infrastructure de StackPass.
Mais à la différence de StackPass et tous les autres concurrents qu'on peut avoir, en fait, c'est un one-click install, tu n'as rien à faire. C'est toujours dans la même approche qu'Imagify ou Rocket, c'est de fournir les meilleures performances en ayant le moins de temps de configuration et le moins de choses à comprendre. Ce que l'utilisateur a juste à comprendre, c'est qu'un CDN, c'est bien et qu'il faut l'utiliser et qu'il a besoin d'installer. Et donc, Rocket CDN, en fait, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de payer. Et c'est tout. Tout est fait, en fait. Tu cliques sur la popine, sur le bouton qui te demande de t'inscrire, tu t'inscris, tu mets ta carte et ton CDN est configuré, quoi. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on en fait, le CDN par défaut sur StackPass ou même KeyCDN ou tout autre CDN provider, ils ont pas la configuration optimale pour la perf. Et donc nous, notre plus-value, elle est justement là, c'est que on a mis en place toutes les configurations optimales sur StackPass pour avoir un CDN le plus rapide possible. Et on enlève aussi toute la partie parce qu'aujourd'hui, si tu veux avoir un CDN, tu vas aller chez StackPass, KeyCDN, Bunny CDN, enfin il y en a CDN 77, enfin t'en as des dizaines et des dizaines. Tu vas devoir t'inscrire chez CDN Provider, créer ton compte, payer et trouver ensuite un connecteur de ton CDN. Parce que tu peux, donc le connecteur, ça peut être Rocket, ça peut être un plugin concurrent, être TotalCache, etc. Mais tu vas avoir cette étape, en fait, ces 2 étapes supplémentaires, alors que sur Rocket CDN, t'as qu'une étape qui est de payer. T'as pas besoin de t'inscrire ailleurs, t'as pas besoin de faire le connecteur, parce que nous, une fois que t'as payé, on associe ton site et ce qu'on appelle le CNAME, donc le site qui est le site duplicat, et c'est configuré automatiquement dans Rocket. Et alors, peut-être que je vais dire une grosse bêtise, mais il me semble que ça a aussi, du coup, un impact sur le référencement. Dans un pays, par exemple, si tu Ouais. décides que ton site, tu veux faire un peu du chiffre aux États-Unis, il vaut mieux que ton site soit hébergé aux États-Unis. Alors, du coup, le CDN donne cette impression d'être hébergé. Ouais. Alors le CDN, c'est l'une des étapes parce que le CDN, c'est vraiment pour les assets. Alors que là, ce dont tu me parles, c'est plutôt du edge caching, c'est-à-dire faire du load balancing, c'est d'avoir des serveurs un peu partout dans le monde qui là va améliorer ce qu'on appelle le TTFB, c'est le time to first bit. Par exemple, même sans plugin de cache ou avec plugin de cache, le résultat sera le même. Si ton serveur est localisé à Strasbourg, ton TTFB sera toujours meilleur pour un londonien que pour un indien. Il faudra forcément que tu dupliques, tu crées un duplicat de ton serveur un peu plus proche, on va dire en Chine, etc., pour que le TTFB soit plus faible. Il n'y a pas 15 milliards de solutions qui proposent ça. Parce que pour proposer ça, il faut pouvoir gérer les DNS du site pour que toi, en plus, que le service en fait puisse ensuite délivrer le site en fonction de la localisation du serveur, du client. Donc là, aujourd'hui, à ma connaissance, il y a Cloudflare qui a une option par rapport à ça. Et après, dans la communauté WordPress, je crois qu'il n'y en a aucun qui le fait. Parce que justement, ça nécessite une configuration spécifique qui passe par les DNS. Nous, on a regardé pour Rocket CDN, donc c'est plausible, hein, mais ça va nécessiter d'être une sorte de Cloudflare en fait, hein, ni plus ni moins, de gérer les DNS du site et de le servir en fonction de la localisation du client. Et on est loin du coup du one-click a priori en plus. Ben oui, puisque du coup, tu vas forcément devoir modifier les DNS chez ton hébergeur. Voilà, c'est ça. On est loin du one-click, ouais. Tout à fait. Très bien. Écoute, et voilà. Vas-y. Ouais, non, voilà. C'est l'objectif toujours de simplifier au maximum le temps de configuration. Ouais. J'espère qu'on aura aussi réussi à simplifier le discours. On était un peu technique, mais c'était vraiment hyper intéressant et c'est un sujet qui est bien chaud et brûlant en ce moment, la performance. Merci encore. On va mettre tous les liens sur l'article du podcast, surtout les produits et tout ce qu'on a dit. On avait encore quelques sujets. Là, ça fait déjà plus d'1 heure qu'on discute. C'est toujours comme ça quand c'est hyper intéressant. Ce qu'on peut peut-être déjà annoncer pour notre prochain épisode,
JB, c'est la venue de Riyad. Tu peux rappeler en deux mots qui est Riyad? Ouais, alors. Un mot, Gutenberg. Je pense que c'est bon, ça devrait suffire. Ouais, Riyad est l'un des développeurs principaux de Gutenberg. C'est du coup, actuellement d'ailleurs, le seul français, alors il est franco-algérien. La dernière fois, j'ai dit franco-marocain, je me suis fait défoncer. Donc, je ne referai pas l'erreur deux fois. Il est franco-algérien. Et donc, c'est le seul français qui a les accès commit au cœur WordPress. Voilà, donc Riyad contribue à WordPress finalement depuis assez peu de temps, depuis 2017, 2016, enfin en gros depuis Gutenberg est en développement. Il a rejoint Automattic pour travailler là-dessus et pour travailler là-dessus uniquement. Il fait ça 100% de son temps. Et donc effectivement, comme on arrive à une étape charnière de Gutenberg et donc de WordPress, ça va être franchement intéressant de le recevoir. Ouais. Tout à fait. Et en plus, c'est un mec qui est formidablement gentil et aimable, donc ça va être un plaisir, je pense. Bah écoute, comme à chaque fois, avec tous nos invités, il n'y a pas de souci, ils sont tous ouais, c'est vrai. sympathiques. Encore merci Jonathan, bonne continuation, merci pour les infos, les petits scoops, ouais. Bravo pour votre travail. Et puis, à moins qu'il y ait une dernière question. Ouais, non, un grand merci. Et puis, on attend le début du mois de mai avec impatience pour voir ces nouvelles fonctionnalités. Ouais, et puis la fin du confinement aussi. Ouais, aussi, ouais. En plus. Allez, bon courage avec les enfants. Ouais. J'espère que vous avez fait prendre une petite respiration avec ce podcast, avec les casques sur les oreilles. À bientôt, merci. Yes, à bientôt. Ciao, ciao. WordPress. Parfait. That's really cool. J'arrête. Une petite rubrique supplémentaire. WordPress. We've got blocks within blocks within blocks. Nigeria? Oh, wow. That's really cool. That's really cool.